Bonjour, vous excuserez ma voix un peu cassée. J'ai pris un peu d'Umex ce matin, donc j'attends la douleur, mais j'ai encore ma vésicule. Voici mes liens d'intérêt. Et donc d'abord, avant de commencer avec le cas clinique et puis les informations que j'ai à vous livrer, un rapide panorama de ce qu'est la transplantation hépatique aujourd'hui en France. Environ 1200-1300 transplantations hépatiques chaque année sont faites en France. On peut se satisfaire de ce chiffre parce que, comme vous le voyez, c'est la courbe orange, c'est en augmentation constante sur les 10 dernières années. Mais c'est une stratégie qui est victime de son succès puisqu'au même moment, le nombre de patients inscrits chaque année augmente. Et avec un décalage de plus en plus important, vous voyez que pour ces 1280 transplantations, il y avait plus de 3000 patients inscrits, ce qui veut dire qu'on s'achemine tout doucement vers un ratio de 1 greffon pour 3 receveurs potentiels, ce qui fait que le problème va rester entier et qu'à chaque fois qu'on parle de pénurie, ce n'est pas vraiment une pénurie puisque le nombre de donneurs augmente chaque année, mais un problème d'inadéquation croissante entre le pool de donneurs et les indications de transplantation hépatique. La deuxième notion introductive importante, c'est que la cirrhose reste la première indication de transplantation en France, mais qu'on voit que c'est une indication qui va tout doucement en déclinant. Et ce que nous vivons depuis plusieurs années, c'est l'augmentation croissante du carcinome hépatocellulaire comme première indication de transplantation hépatique en France. Et pour ceux qui s'inquiètent de l'avenir de l'hépatologie avec la disparition du virus, rassurez-vous, il y aura beaucoup de travail avec le carcinome hépatocellulaire. La troisième notion, en France, on greffe des malades d'alcool. Et ce qu'il faut absolument faire lorsqu'on regarde les patients transplantés, c'est faire ce qu'on appelle les indications primaires, secondaires et tertiaires. Donc c'est vrai que si on regarde juste la maladie alcoolique, quelqu'un qui est transplanté pour cirrhose alcoolique sans cancer, en France, en 2014, c'était 27% des patients. Mais si on regarde plus précisément les gens qui avaient un carcinome hépatocellulaire compliquant une cirrhose alcoolique, ou les patients qui avaient du virus C en indication première, mais de l'alcoolisme aussi derrière, vous voyez qu'on est à près de 50% de patients en France qui sont transplantés et qui avaient ou qui ont une maladie alcoolique du foie. Et ça va avoir une incidence quand on va parler des complications à long terme. Dernière chose, la survie après transplantation, elle reste bonne, plus de 90% à un mois, plus de 80% à un an, et en fait maintenant, depuis les années 2005-2010, on est vraiment à 90%. On tombe assez nettement aux alentours de 70-75% à 5 ans, et un peu plus de 60% à 10 ans. Donc voilà les chiffres qui sont nécessaires pour la compréhension de ce que va être le suivi à distance de la greffe. Et voyons maintenant le cas clinique. C'est un cas clinique vrai. Un homme de 52 ans qui a été transplanté en octobre 2009 et il avait un profil que nous connaissons bien, un antécédent d'usage de drogue, il avait contracté le virus de l'hépatite C, il a été buveur excessif et puis il a fait son carcinome hépatocellulaire. Vous connaissez tous ce type de malade. Au moment de la greffe, il a un MELD à 19, un score AFP 0, c'est-à-dire un bon score concernant la récidive du CHC. Avant la greffe, il a très discret surpoids, c'est un fumeur. Et dans le post-greffe immédiat, il va bénéficier de la stratégie immunosuppressive qui est actuellement la plus utilisée en France, l'association tacrolimus, mycophénolate fumofétil, et une corticothérapie qui sera arrêtée au bout de 3 mois. Il ne fera pas d'épisode de rejet durant la période post-opératoire précoce, il va simplement avoir une réactivation biologique pour le cytomegalovirus qui sera traité par du ganciclovir péros. Voilà la photographie 2 ans après la greffe. On rentre dans ce moyen long terme. Il a grossi, 89 kg pour 1m78. Il a baissé sa consommation de tabac, mais il continue à fumer. Il a repris une consommation d'alcool qu'on va étiqueter de totalement occasionnelle, qui ne nous pose pas de problème. C'est vraiment moins de 10 grammes par semaine. C'est vraiment à l'occasion d'épisodes et il n'y a aucun élément de dépendance et de reprise inquiétante de sa consommation. Il a une posologie avec un traitement immunosuppresseur avec la forme retard du tacrolimus, ce qu'on appelle l'advagraphe, une tacrolémie qui est à 6,2. Les normales de ce test sont entre 5 et 15. Donc on est dans la fourchette basse de la concentration du médicament immunosuppresseur 2 ans après la greffe. Et il a son mycophénolate à la posologie usuelle. Il a développé depuis la greffe plusieurs complications. Un diabète qui est devenu insulino-requérant, traité à ce jour par metformine et Lantus. Une hypertension artérielle, traitée par un inhibiteur calcique. Et du cardégique lui avait été proposé, couplé avec du pantoprazole parce qu'il avait une anastomose artérielle hépatique un petit peu grêle et donc les chirurgiens sont aujourd'hui très partisans pour qu'on ait des antiagrégants chez ce type de patient. Ce cas clinique-là, c'est une photographie assez standard d'un patient transplanté hépatique 2 ans après la greffe, y compris dans les complications qu'il a développées en post-transplantation.
Alors biologiquement, ça se traduit par des anomalies qu'on peut considérer comme minimes, quoique. Une cytolyse qui prédomine sur les alates à 3 fois la normale, une gamma-GT à 4N, cette ambiance métabolique de surpoids de diabète, une bilirubine et une phosphatase qui sont normales, une hémoglobine glyquée à un peu plus de 7%, ce n'est pas un diabète fabuleusement contrôlé, une fonction rénale qui est altérée, avec un débit de filtration en utilisant l'équation CKD-EPI qui est à 55 ml par minute, ça veut dire qu'on est dans un authentique stade 3 de dysfonction rénale chronique, c'est-à-dire le chemin inexorable qui peut conduire à l'insuffisance rénale chronique terminale. Une protéinurie qui n'est pas significative. Il y a évidemment une récidive du virus C, ce n'est pas du tout le propos aujourd'hui. La biopsie a été faite, il est A2F2. Et quand on l'observe par échographie, il a un foie stéatosique, on n'est pas surpris, et un rein gauche qui est déjà dédifférencié. Et ces deux phrases que je mets dessous sont aussi importantes. Voilà comment on suit ce type de patient après transplantation hépatique. Une consultation spécialisée tous les 3 mois, un suivi avec l'endocrinologue tous les 6 mois, le cardiologue tous les ans, le néphrologue tous les ans. C'est en tout cas le suivi à Montpellier. Et ces deux phrases sont majeures. Et de mon point de vue, sont le problème aujourd'hui. Son médecin général rechigne à s'impliquer dans le suivi, ce qui fait qu'on a assez régulièrement des coups de fil de ce patient quand il a les mêmes symptômes que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux prendre comme médicament pour ma gorge? Et son hépatogastroentérologue, rencontré dans un EPU, est très très content de savoir que tout va bien. Alors voilà les questions. Parmi les propositions suivantes, et on va parler ici du diabète de novo après la greffe, lesquelles sont exactes? Incidence de l'ordre de 5%, incidence de l'ordre de 20%, le tacrolimus est diabétogène, le mycophénolate est diabétogène, ce diabète est plutôt un diabète de type 2. Allez, on va jeter un œil aux résultats. Donc voilà ce que vous avez répondu. Et moi, je mets les réponses ici. Ben, c'est bien, c'est effectivement fréquent. Imaginez-vous ce que ça veut dire de créer de novo un patient sur 5 diabétique avec les conséquences que nous connaissons. Bien sûr que dans les médicaments immunosuppresseurs, les inhibiteurs de calcinurine au sens large et le tacrolimus singulièrement sont des médicaments diabétogènes. Et bien sûr, c'est un diabète de type 2. Je suis assez content, je ne vais avoir pas grand-chose à vous apprendre. Et une deuxième question, c'est ce qui concerne la fonction rénale. La dégradation est constante. La prévalence à 5 ans de la dysfonction chronique est inférieure à 20%. Les médicaments inhibiteurs de calcinurine sont néphrotoxiques. Le mycophénolate est néphrotoxique. Et c'est un facteur indépendant de mortalité. C'est des questions assez simples. Et vous voyez que dans cette première partie, on va se concentrer sur ces complications, diabète et dysfonction rénale. On va regarder les réponses, pardon. C'est constant. Alors vous avez été que 1 sur 2 à le dire. C'est constant et ça c'est un élément qu'il faut vraiment avoir en tête. Quand on regarde toutes les études qui sont faites où on essaye d'adapter nos stratégies immunosuppressives, la stratégie la plus optimum possible, il y aura quand même une dégradation de la fonction rénale qui accompagnera cette stratégie dite optimum. Deuxièmement, la prévalence, ben non. Vous allez voir, on est plutôt aux alentours de 50% qu'aux alentours de 20%. Calcinurine, vous avez tout compris, et bien sûr, c'est un facteur indépendant de mortalité après la greffe. Alors, on va pour ce topo s'appuyer, ça va être un peu notre petit fil conducteur, sur cette étude de Kim Watt, qui est une étude sur une très grosse cohorte de plus de 800 patients qui ont été suivis sur le long terme après transplantation hépatique. C'est une cohorte américaine. Et ce que nous dit cette cohorte, c'est que lorsqu'on analyse les causes de décès à distance de la transplantation, la première nouvelle importante, c'est que dans plus de 60% des cas, la mortalité est de cause non hépatique. Contrairement à ce que pensent les patients et parfois certains médecins qui les prennent en charge, quand on parle de la greffe, le rejet, la récit de la maladie, etc. Bien sûr, ce sont des préoccupations, même si le rejet aujourd'hui, c'est devenu une préoccupation extrêmement mineure. Ce qui va vraiment peser très lourd, ce sont les causes non hépatiques, y compris en termes de mortalité. Et vous voyez que dans ces causes non hépatiques, on va voir apparaître les cancers, les infections, la dysfonction rénale et la mortalité cardiovasculaire, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors la fonction rénale, le rein, c'est une cible parfaite chez un transplanté hépatique. C'est d'abord la cible des médicaments immunosuppresseurs, et les deux inhibiteurs de calcinurine, cyclosporine et tacrolimus, vont cibler le rein
tant sur le plan vasculaire, ce sont d'extraordinaires vasoconstricteurs artériolaires, que sur le plan glomérulaire et sur le plan tubulaire. Donc, exposer nos malades à des stratégies avec anticalcinurine, c'est les exposer à une agression rénale constante. Et c'est ça, entre autres, qui va expliquer la dégradation constante après transplantation hépatique. Et puis le rein, il est aussi attaqué par des choses aussi évidentes que vous connaissez que le diabète et par exemple chez ce patient l'atteinte liée au virus de l'hépatite C. Et quand on regarde les fréquences, voilà une synthèse des études qui ont été faites. La dernière, c'était une étude française, 1500 patients transplantés. Et vous voyez que quand on se regardait en prévalence à 5 ans, et qu'on regarde ici les stades 3, on est déjà à 52%. Cette étude était un petit peu ancienne, elle avait été publiée il y a maintenant presque 7-8 ans. Elle était sûrement un reflet de nos protocoles d'immunosuppression des années 90 plutôt que ceux des années 2000. Aujourd'hui, il est probable qu'on serait encore aux alentours de 35 à 40%. Alors comment la prévenir? Finalement, où est-ce que vous vous positionnez? Il me semble que les médecins généralistes et bien sûr les hépatogastroentérologues sont totalement pertinents pour prendre en charge les facteurs de risque. L'hépatite C, évidemment, ça c'est ce qui va être le plus facile à faire maintenant, mais également le diabète et l'hypertension artérielle. D'éviter les médicaments néphrotoxiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l'iode. Et puis je vais vous amener cette petite spécificité que sont les adaptations de stratégies immunosuppressives. Un mot, AINS en automédication dans des enquêtes qui sont faites dans les centres de greffe, malgré tous les livrets qui sont donnés, malgré toutes les recommandations et l'accompagnement qui est fait, 20%. J'ai pris des ANS ce matin, donc j'ai pris de l'Umex, j'ai pris beaucoup de choses. Donc vous savez qu'on en prend beaucoup de ces médicaments. Deuxièmement, et ça me permet de faire un bond par rapport au topo qu'on fera en dernière partie, qui sera les cancers post-greffe. Vous allez voir qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas bien dépister nos malades. Dépister des cancers chez un patient transplanté, l'examen clé, jusqu'à ce jour, c'est le scanner avec injection de produits de contraste plutôt thoraco-abdominopelvien, quid du PET scan demain, on verra. Eh bien, pour nous, transplanteurs, on a une réticence à faire ces injections répétées d'iode, et donc on est constamment en train d'être dans cette balance néphrotoxicité, dépistage de cancer. Alors, l'adaptation des traitements immunosuppresseurs, sachez-le, je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes dans des stratégies de minimisation et de retard d'introduction de la principale classe de médicaments immunosuppresseurs, qui sont les inhibiteurs de calcinurine. Ça a été parfaitement démontré dans cette étude de James Neuberger. Aujourd'hui, un transplanté hépatique ne bénéficie jamais, quasiment jamais, à J0 du tacrolimus. On attend toujours 24 heures, en général, voire 48 heures, parce qu'on attend une stabilisation, notamment hémodynamique et hydroélectrolytique. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on dispose maintenant, et voici le plus récent, les Vérolimus, de médicaments qui sont non néphrotoxiques, et que donc nous avons des stratégies qui consistent, après un mois post-greffe, à introduire un médicament immunosuppresseur non néphrotoxique pour minimiser la posologie des anticalcinurines. Donc le message aujourd'hui de protection de la fonction rénale, c'est minimiser à tout prix les inhibiteurs de calcinurine qui restent indispensables et prendre en charge les comorbidités, au premier rang desquelles le diabète et l'hypertension artérielle. Le deuxième point majeur, c'est la mortalité cardiovasculaire, 20% des cas. Et qui dit mortalité cardiovasculaire, c'est intéressant de regarder ce qu'étaient les ancêtres des agences actuelles, c'était l'ANAS. Quand je regardais ça, ça date d'il y a 15 ans. C'est quoi le risque cardiovasculaire chez un patient en France? Et si vous lisez tout ça, vous avez l'impression que le transplanté, il a tout coché. L'âge moyen de la greffe, c'est entre 50 et 55 ans, une majorité d'hommes. Et tout ce que vous voyez, tabac, diabète, dyslipidémie, l'alcool, les groupes socio-économiques défavorisés, l'obésité, l'absence d'activité physique, c'est la photographie de nos transplantés. Donc nous avons une population de patients qui est à haut risque cardiovasculaire. Et dans ce haut risque cardiovasculaire, vous le savez, on a bien souvent un syndrome métabolique. Et dans ce papier de l'équipe de la Mayo, les événements cardiovasculaires majeurs, à savoir coronariens, vasculaires cérébraux et artéritiques au niveau des membres inférieurs, il y avait évidemment un lien entre la présence d'un syndrome métabolique et ces événements cardiovasculaires. Et donc le patient que je viens de montrer, avec son obésité, sa stéatose, son diabète de type 2, c'est le patient typique qui va être exposé à ce risque cardiovasculaire. Alors aujourd'hui, on essaie de travailler le plus possible au niveau du diabète, et là encore, ce que font les équipes de transplantation hépatique, c'est d'agir sur les médicaments immunosuppresseurs. Il est clair qu'aujourd'hui, voilà les chiffres, on a une incidence moyenne qui est de 18 à 25%. Le tacrolimus est un médicament diabétogène. Et ce côté diabétogène est dose dépendant. Donc de la même manière qu'on essayait de le diminuer pour préserver la fonction rénale, on va essayer de le diminuer pour préserver et diminuer le risque de diabète. Et puis l'autre chose, c'est le prendre en charge.
Et là, je présente assez souvent cette diapositive parce que les médecins, quand même, ont toujours l'impression de vivre dans un monde idéal où ils pensent qu'ils sont écoutés par leurs malades. Et donc, voilà, nous, d'abord, il faut qu'on surveille les patients. Et la question qui se pose, et pour les transplanteurs et pour les hépatogastro, c'est quel est mon métier, quelle est ma fonction? Et vous seriez effarés, et on le voit quand on reprend des études en rétrospective, sur la manière erratique dont parfois est surveillé un critère aussi simple que la glycémie. Donc nous devons avoir une énorme rigueur dans la prise en charge de ces maladies métaboliques. Nous savons aujourd'hui arrêter très précocement les stéroïdes et réduire les CNI, et nous pensons que notre patient nous écoute quand on lui dit d'avoir une alimentation appropriée, une activité physique. On sait tous que ça, c'est la vraie vie, que ce soit pour l'exercice, la diététique, le tabac, tout ce que vous voulez, on est quand même souvent dans une impasse. Et donc il va falloir qu'on invente quelque chose, on va l'appeler éducation thérapeutique, même si je déteste ce mot, mais en tout cas, des structures qui font qu'aujourd'hui, le médecin transplanteur totalement submergé par ses cohortes est devenu de plus en plus incompétent pour prendre en charge ce type de choses. Ça va s'appeler un réseau diététique, infirmière de coordination, de consultation, le médecin traitant et, de mon point de vue, le médecin hépatogastro-entérologue. Alors l'épargne de stéroïdes, c'est ce que de nombreuses équipes ont fait, et encore une fois, aujourd'hui, le combat est gagné, si je puis dire. Chez plus de 90% des patients, les stéroïdes sont arrêtés 3 mois après la transplantation. Un nouveau cas clinique qui maintenant va concerner les cancers, plutôt une question. Voilà les questions qui vous sont posées. Est-ce que l'indication joue un rôle lorsqu'on parle de cancer post-greffe et on va exclure d'emblée la récidive du carcinome hépatocellulaire? Est-ce qu'il y a un vrai surrisque de cancer solide de novo après transplantation par rapport à la population générale? Est-ce qu'il y a à nouveau un rôle des médicaments immunosuppresseurs? Est-ce que vous pensez que le mélanome est une tumeur fréquemment observée? Et enfin, et ce sera intéressant de poser la question tout à l'heure à notre collègue oncologue, est-ce que vous pensez que la chimiothérapie est contre-indiquée parce que c'est un médicament qui est déjà sous traitement immunosuppresseur? Aujourd'hui, à Montpellier, la prise en charge du cancer non récidive post-transplantation est devenue la première cause de surconsultation au-delà de 5 ans. C'est-à-dire dans le suivi traditionnel du greffé, faire revenir un greffé 5 ans après la greffe, c'est parce qu'il a développé un cancer. C'est vraiment notre thématique. Alors on analyse vos réponses. C'est un facteur de risque indépendant? Oui, on va voir que oui. Multiplié par 3, évidemment, c'est un surrisque par rapport à la population générale. Vous avez raison sur l'inhibiteur de la calcinurine, non pas le mélanome. On va dire un petit mot des cancers de la peau, mais pas le mélanome. Et la chimiothérapie n'est pas contre-indiquée. Et même, on est en train de donner un message, traitez-les comme les autres et donnez-leur toutes leurs chances. Je vois que vous acquiescez, ça me fait plaisir. Alors, je reprends toujours le papier de Watt. Voilà, 30% de décès long terme qui étaient dus au cancer. Voilà ces cancers post-greffe. Alors, vous voyez que c'est un catalogue qui est très important. Et dans ce papier espagnol, le risque relatif, tout compris, c'est de 2 à 4 par rapport à la population générale. Et voyez, alors, toujours, je suis gêné quand je vois c'est de 20 à 70 fois. Je ne sais pas comment faire quand vous avez des écarts comme ça. Ce qui est clair, c'est qu'ils font beaucoup plus souvent que la population générale des cancers de la peau, et avec un ratio spino-basocellulaire qui est en faveur du spino, ce qui est l'inverse de la population générale. Ils font, ou plutôt on devrait dire, ils faisaient beaucoup plus de prolifération lymphoïde par rapport à la population générale. Et puis on a tous ces cancers solides, et c'est ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui. Ces cancers solides, de novo, post-transplantation, et c'est cela qu'on va regarder en détail. Alors dans l'étude de Watt, toujours, voilà ce qu'étaient les cancers par site de cancer préférentiellement observés: le tractus digestif, le poumon, le tractus génito-urinaire et l'oropharynx. Dans une population qui était une population mayo-clinique où il y avait quelques alcooliques et beaucoup de maladies cholestatiques. Et on n'est pas étonné de voir que la probabilité de cancer solide était fortement liée à l'indication de greffe. Et que donc il y avait d'autant plus de cancer du tractus digestif que le patient avait été transplanté pour une colonie sclérosante primitive, et d'autant plus de cancer ORL et du poumon que le patient avait été transplanté pour une maladie alcoolique du foie. Et quand on regardait les facteurs de risque de ces cancers, l'âge, bien sûr, qui est le premier facteur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les transplanteurs doivent s'interroger à chaque fois qu'ils disent « quand même, ce patient de 73 ans, il est dans un tellement bon état général qu'on pourrait lui proposer la greffe ». Et moi, le message que j'ai l'habitude de dire, c'est « ce patient de 73 ans, ça va sûrement bien se passer, mais si c'est un homme, quand il aura 80 ans, je veux regarder sa prostate, je veux regarder son côlon, etc. » Et je pense qu'on va devoir avoir ce débat, qui, de mon point de vue, d'ailleurs, sera un débat sociétal à avoir à l'Agence biomédecine. Le tabac qui va être un fil rouge monstrueux et l'indication de transplantation. Alors, dans notre groupe, on a regardé ça
Et ça, c'est ce que, première courbe évidente, quand mes jeunes dans le service veulent me taquiner, ils me disent « c'est bien, monsieur, vous avez montré que le cancer tue », ce qui est vraiment une vraie nouveauté. Mais c'est juste pour vous dire que le décrochage à distance de la transplantation hépatique en termes de mortalité, c'est les patients qui vont faire un cancer par rapport à ceux qui ne vont pas développer de cancer. Et puis voilà, nous, nos chiffres, qui sont des chiffres de population générale à parier, puisqu'on a travaillé sur un registre, qui est le registre de notre région, qui s'appelle encore le Languedoc-Roussillon, qui va s'appeler demain Occitanie. Il faudra qu'on refasse le papier avec les amis de Toulouse. Mais voilà ce qu'était l'étude. Et le premier chiffre important, le risque de développer un cancer par rapport à une population solide à parier, une population générale à parier, 3,7, ce qui est gigantesque. Voilà pour les cancers ORL, 15, le poumon 5, le digestif 4. Et dans notre étude, il y avait 2 patients transplantés pour cholangite sclérosante. Il va donc falloir qu'on débiste ces cancers et peut-être qu'on les intègre, cette population, dans les nouvelles populations à risque de développer un cancer du côlon. Ici, alors 4,6, pardon, et le cancer colorectal qui est ici à 2,7. Et l'autre chose importante, puisque c'est la question qu'on se posait depuis le début, finalement, ce surrisque de cancer, quel est-il? Vous décrivez un surrisque de cancer ORL du poumon parce qu'il fume. Quel est le rôle de l'immunosuppression? Et on a pu mettre en évidence une relation très nette entre un facteur environnemental, et chez nous, c'était le tabac, et un facteur lié à la greffe, et c'était la concentration de médicaments immunosuppresseurs, puisqu'on a regardé pendant 1 an et 3 ans quelle était l'évolution des concentrations ici de tacrolimus, et on avait une relation avec une courbe ROC qui était extrêmement significative, un coefficient de corrélation qui était à plus de 0,8, et c'est donc aujourd'hui ce que nous on a appelé la bombe à retardement. C'est la conjonction d'un facteur de risque que tout le monde connaît. La majorité des patients greffés à Montpellier ont eu ou ont une consommation excessive d'alcool. 35% d'entre eux sont fumeurs, vous les exposez au tacrolimus, et c'est cette bombe à retardement qui va faire ce fort risque de cancer solide après transplantation, et notamment ORL et pulmonaire. Alors bien sûr qu'il faut les surveiller, bien sûr, et que si vous les surveillez bien, vous aurez des cancers à un stade précoce et à un stade curable. On a montré un petit poster là pendant cette AFEF. Et justement, la question qu'on posait, c'était est-ce que les résultats des patients qui ont un cancer sont aussi bons par rapport à la population générale en termes de prise en charge? Donc on avait regardé tous les cancers qu'on a observés et on a voulu savoir s'ils avaient eu la stratégie optimum par rapport à ce qu'était le standard of care de l'époque, c'est-à-dire un cancer du côlon en 2002, comment était-il pris? Ils ont eu dans l'immense majorité des cas le standard of care, mais les chiffres effroyables de survie, c'est qu'ils ont été dépistés à des stades T3, T4, N+. C'est juste ça. Donc le problème que je commençais à vous souligner tout à l'heure, nous ne sommes pas bons actuellement pour dépister. On a ce frein néphrologique qu'on traîne et peut-être il va falloir qu'on s'en sorte. Et peut-être que demain, le PET scan sera une solution, mais là, je prendrai volontiers toutes les suggestions pour faire du dépistage. Je ne suis pas persuadé que c'est le bon examen pour faire comme ça du dépistage largue à main nue. Alors voilà ma conclusion pour qu'on ait le temps de discuter. Le suivi du transplanté hépatique ne se résume pas à la réussite de la maladie initiale, ce qu'on a longtemps traîné en tant qu'hépatogastro. Et de mon point de vue, les champs potentiels d'implication des hépatogastro, le dépistage des cancers digestifs, le syndrome métabolique qui va devenir notre métier principal, l'éducation thérapeutique, il va falloir vraiment qu'on invente un autre mot. Et voilà les points clés qui sont dans le diaporama et sur lesquels on pourra discuter. Pas la peine de les relire, vous les avez dans le diaporama. Voilà, on a le temps pour poser des questions. Merci beaucoup Georges, on a 5 minutes pour des questions. Ton premier patient, il était suivi par l'hépato, le néphro, le cardio, l'endocrino. Tu n'as pas rajouté l'ORL et le dermato, mais j'imagine que... Alors, tu as raison, donc le dermato, alors moi je peux vous dire ce qu'on fait nous. La consultation ORL et dermato sont des consultations systématiques du bilan pré-greffe, sachant que la consultation ORL d'un cirrhotique décompensé de CHAL2C, MEL de 25, en termes de biopsie d'une petite plaque de leucoplasie, ça ne va pas de soi. Ceci étant dit, il continue à avoir une consultation dermato, si possible, tous les ans après la greffe. Et pour les malades alcooliques, parce que nos ORL nous ont dit, écoute, t'es gentil, mais on est débordé, tous les ans après la transplantation hépatique. Merci Georges pour cette jolie présentation. Tu vois, moi aussi j'ai la voix cassée.